Bonjour à tous. On est très très heureux de vous accueillir nombreux, à la fois pharmaciens, coopérateurs, étudiants, et puis vous accueillir aussi en live sur Instagram, et de cette opération un peu particulière et qui nous est chère avec la NEPF. Ce projet est né d'une rencontre et puis de la convergence de vues sur le fait que, vu le contexte complexe aujourd'hui, à la fois pour les pharmaciens en officine, pour la pharmacie en général dans son métier, et puis vous, étudiants, par rapport à votre parcours, votre avenir, que c'était important de nouer le dialogue, de créer l'échange et de créer la coopération. Et la coopération voilà, autour aussi d'un enjeu d'attractivité du métier. Donc on travaille pour la même cause, le même métier qu'on aime. Et la coopération, ça tombe bien, c'est notre ADN dans la coopérative Wellcop. Je laisse la parole en tant qu'hôte de cette soirée à Jean-Pierre Dosda, président du conseil de surveillance de la coopérative Wellcop. Merci Marine. Écoutez, moi je suis ravi de tous vous avoir ce soir, les étudiants, les pharmaciens, les collaborateurs, on est ravis. Les coopératives de pharmacie. Alors en fait, les coopératives de pharmacie, elles existent depuis très très longtemps. Je ne sais pas si vous savez, d'ailleurs Philippe est là, qu'il va vous le rappeler certainement, que la Fédé au départ, c'était une coopérative qui réunissait quasiment tous les pharmaciens de France. Voilà. Les coopératives, elles sont assez nombreuses, elles représentent la grande majorité des pharmaciens, puisqu'aujourd'hui, la moitié des pharmaciens de France font partie d'une coopérative de pharmacie. On ne le sait pas. Mais par contre, on ne nous connaît certainement pas suffisamment, à vrai dire, par rapport à d'autres aujourd'hui qui font l'actualité. Voilà, la coopérative donc est ravie de vous avoir. J'étais tout à l'heure au débat très intéressant qui était à Pharmagora Plus, et j'ai entendu Lisa qui parlait effectivement de reconnaissance du cœur de métier. On est complètement dedans parce que c'est totalement notre rôle. Aujourd'hui, on s'investit beaucoup pour le cœur de métier, pour la reconnaissance du cœur de métier des pharmaciens. Alors, pas que notre coopérative, hein, les coopératives en général. Hein. Voilà, voilà. Et donc, on est ravis de ce débat qui sera très riche. Ravi d'autant plus que j'aime beaucoup les étudiants parce que, comme vous, je le disais tout à l'heure, j'ai fait partie des différentes associations et autres. Et c'était des moments merveilleux de ma vie. Voilà, voilà. Alors juste pour vous, donc je suis directrice de la communication de la coopérative Wellcop et j'aurai le plaisir de co-animer cette soirée avec Lisa, présidente de la NEPF. Juste un petit mot pour savoir effectivement d'où l'on parle. La coopérative Wellcop, qui est un acteur très important de l'écosystème de santé et de la pharmacie aujourd'hui, mais qui est malheureusement peut-être encore méconnu de certains d'entre vous. Donc juste un petit mot sur la coopérative Wellcop pour que vous situiez un petit peu d'où on parle. Donc la coopérative, on parle de coopérative, comme vous l'a dit Jean-Pierre, il y a plus de 14 000 pharmacies qui œuvrent dans l'univers coopératif. La spécificité du modèle coopératif, c'est sa gouvernance et la proximité avec les pharmaciens. Et donc, vous avez Jean-Pierre Dosda, président du conseil de surveillance, qui travaille main dans la main, en collaboration, en réflexion stratégique et en travail opérationnel avec Dominique Potra, président du directoire. C'est vraiment l'ADN de la coopérative, cette proximité, puisque Jean-Pierre a autour de lui un conseil où il y a 14 pharmaciens qui sont dans toute la France et qui œuvrent et qui réfléchissent aux attentes des pharmaciens et que nous, en tant qu'équipe opérationnelle de direction, nous mettons en œuvre au plus près donc, des attentes et des besoins des patients. Donc c'est vraiment l'ADN de la coopérative, au-delà d'une gouvernance aussi démocratique et plein d'autres vertus qu'on pourra développer ultérieurement. La coopérative, pour vous situer quand même dans l'écosystème, c'est une vieille dame dynamique qui est née en 1935. On va le voir, plusieurs activités très importantes au service du pharmacien, mais pas que aujourd'hui. 1800 salariés, 4000 sociétaires pharmaciens, donc coopératives, ça veut dire que ce sont les pharmaciens sociétaires qui sont actionnaires de la coopérative et donc qui donnent leurs orientations. Une belle croissance, c'est une entreprise comme les autres, on va dire performante. Et puis une présence globale très importante, notamment à travers notre filiale Equasens dans le pourtour européen, dans plusieurs pays européens, et à Hong Kong pour l'aspect sourcing, approvisionnement. L'ADN de la coopérative, effectivement, on se dit citoyen de la santé et du bien-être, avec l'idée qu'en tant que coopérative, on a une responsabilité sociétale importante comme acteur de santé, et on a choisi, c'est au cœur de notre stratégie, de répondre
aux défis de la santé qui sont identifiés, qui font partie de la feuille de route de la France des enjeux de santé. Donc 6 enjeux majeurs de santé publique. Donc, comme vous le voyez, vieillissement de la population, coordination du parcours patient, l'aspect digitalisation, intelligence artificielle, accès aux soins. Pourquoi c'est important? C'est ça qui nous guide. On est vraiment orienté sur le bénéfice du patient à travers les pharmaciens et à travers les professionnels de santé, et l'efficience, donc l'aspect économique et efficacité du système de santé. Et pourquoi on se sent légitime et en capacité de faire ça? C'est comme vous le voyez, la coopérative aujourd'hui, vous la connaissez peut-être à travers différentes filiales, notamment Pharmagest par exemple, mais c'est toute une palette riche de produits et de services au service des pharmaciens et de tous les professionnels de santé. Donc ça va de la logistique, pôle digital, un groupement, une activité toute nouvelle de transaction, et puis des dispositifs médicaux, le maintien à domicile, un laboratoire en propre de médicaments génériques, c'est très important aujourd'hui, et puis un laboratoire en propre de parapharmacie et dispositifs médicaux, ainsi que de l'importation parallèle. Donc on touche à tous les défis, toutes les activités possibles du monde de la santé, et donc on est totalement en capacité de répondre à ces enjeux. Et on le fait concrètement. Donc comme vous le voyez, juste cette dernière photo, on est au cœur de l'écosystème, on est un acteur légitime et naturel. On sait travailler pour les différents professionnels de santé, pour leurs différents enjeux, mais on sait surtout aussi travailler, on a les moyens de travailler pour l'interprofessionnalité, donc entre les différents professionnels de santé, les différents établissements de santé, notamment évidemment par les solutions numériques, mais pas que. Donc c'est toute une philosophie qui nous guide, qui est la coopération. Voilà, comme ça vous nous situez, vous savez d'où l'on parle, et je crois que c'est important dans ce contexte aujourd'hui. Je laisse la parole à Lisa, qui, à la fois, vous la connaissez sûrement, pour se présenter. Et puis surtout, la question que j'aimerais lui poser, c'est et toi, à la NEP, quels sont les défis? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous défendez en tant qu'association aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qui vous donne confiance en l'avenir, malgré tout? Merci beaucoup pour la présentation et pour l'invitation aussi, et d'avoir permis aux étudiants de pouvoir avoir accès à cette des fois nouvelle connaissance, ou alors approfondissement de cette connaissance. Je suis désolée pour ma voix, je commence à la perdre, je vais essayer de la garder jusqu'au bout. Du coup, je vais me représenter rapidement. Je m'appelle Lisa Da Silva, je suis étudiante en pharmacie en 4e année à Poitiers. Je suis l'actuelle présidente du coup de l'ANEP, l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Pour répondre à la question, alors qu'est-ce qu'on défend à l'ANEP? Beaucoup de choses. Certains disent peut-être même trop, mais on a assez, je pense, de vice-présidents et d'étudiants engagés pour les défendre. Aujourd'hui, je dirais que c'est pour reprendre un petit peu ce que vous avez pu présenter, comme ça on va faire des liens. Vous avez parlé un peu d'acteurs de bien-être. Aujourd'hui, une de nos, entre guillemets, priorités, c'est le bien-être de nos étudiants, autant que ça soit aujourd'hui dans leurs études ou même dans leur future profession. Donc on aura l'occasion d'en parler, mais tout ce qui est santé mentale, tout ce qui va être violence faite au sein de nos études, ça c'est des enjeux qui sont très importants pour nous et sur lesquels on veut travailler, parce qu'aujourd'hui on le voit que ça se répercute aussi dans nos professions avec les violences qu'on a pu voir au niveau des actualités au sein des pharmacies. Le deuxième volet un petit peu plus universitaire sur notre formation, mais pareil, on va pouvoir en discuter ce soir, mais que notre formation juste soit en cohérence avec la profession qu'on va exercer. Aujourd'hui, il y a des grosses problématiques là-dessus, où les étudiants ne se retrouvent plus dans leurs études par rapport au métier auquel ils aspirent, et pourtant ils sont motivés à devenir pharmaciens. Et après, si on prend un volet un petit peu plus professionnel, je fais des petits teasings en fait, parce que tout ce que j'évoque, on va en parler ce soir, mais sur le volet professionnel, l'indépendance de notre profession, le fait de pouvoir être indépendant en tant que pharmacien dans son officine, et je dirais, c'était noté en haut à droite, mais l'accès aux soins. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est fragilisé, fait peur. Et je pense qu'en tant que pharmacien, on est le professionnel de santé accessible. On le répète souvent, mais sans rendez-vous, quasiment tous les jours, de garde et autres. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde. Il ne faut pas qu'on le perde parce que nos territoires deviennent fragiles. Il ne faut pas qu'on le perde parce que nos pharmacies n'ont plus la trésorerie pour. Il ne faut pas qu'on le perde parce qu'on n'a pas l'audace en tout cas comment dire,
l'envie de donner plus aux pharmaciens par crainte peut-être de représailles de peut-être d'autres professions de santé. Donc je pense que là c'est un climat de confiance qu'on doit construire autant universitaire que professionnel avec tous les acteurs qui nous entourent pour pouvoir avancer sur une pharmacie qui sera complète dans le futur et qui correspondra aux étudiants d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Lisa. Donc, je vais vous présenter le panel. On souhaitait cet échange qui soit vraiment libre et pour à la fois pour cerner aussi vos attentes, vos aspirations, être au plus près, comme je vous l'ai dit, on est très à l'écoute aussi du terrain, être au plus près de ce qui vous motive, mieux vous comprendre et puis aussi avoir cet échange donc, entre des pharmaciens expérimentés que je vais vous présenter et puis vous, étudiants. On est très heureux de vous présenter donc Olivier Duclos, qui est président du laboratoire Christers, dont j'ai parlé, médicaments génériques, qui est pharmacien, donc côté industriel. Fabrice Fols, qui est pharmacien également, qui a été pharmacien d'officine pendant plusieurs années et qui a monté son entreprise de transaction d'officine et qui a rejoint la coopérative tout récemment. Donc une riche expérience également. Guillaume Paquin, qui est membre du conseil de surveillance de la coopérative, qui est pharmacien également à Annecy, et puis président du groupement Objectif Pharma, qui appartient à la coopérative. Et puis Sylvie Ortillon, pharmacien à Coulommiers et membre du conseil de surveillance de la coopérative. Donc on souhaitait vous montrer un panel d'expériences qu'on souhaite aussi partager avec vous et qui sont tout autant intéressés pour avoir votre vision d'aujourd'hui et puis de l'avenir. Je vais proposer, donc peut-être que Lisa, tu peux présenter les étudiantes qui ont accepté de rejoindre ce panel. Je peux. Du coup, il y a Clémence, étudiante à Nancy, Blandine, étudiante à Nantes, qui font pas partie de l'ANEP, du bureau national de l'ANEP. Donc ça, c'est important pour cette diversité-là. Agathe, qui est vice-présidente en charge des perspectives professionnelles étudiante à Tours. Et Théa, qui est vice-présidente en charge des affaires sociales et étudiante à Lyon. Donc 4 villes différentes pour pareil. La parité. La journée de droit des femmes date d'il n'y a pas longtemps, donc on avait le droit de mettre plus de femmes que d'hommes. On va engager le débat, qu'on a structuré un débat qui est plus autour de quelques thématiques et qui soit un échange entre un pharmacien et des futurs professionnels. On va démarrer par Guillaume sur l'aspect indépendance et entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Donc, pour aborder ces deux questions, et en restant pratico-pratique, je voudrais partir de mon expérience propre. Voilà, moi, je me suis installé très jeune, j'avais 29 ans. J'ai acheté ma première officine, gestion entrepreneuriale avec 3 collaborateurs, pas toujours évident. Je me suis adossé à une structure coopérative qui m'a aidé autour de ce projet-là. Et puis, généralement, on commence un projet, mais on ne sait pas trop où on va. Moi, j'étais parti pour 3 ans faire un tremplin, pour revendre et puis repartir sur autre chose. Et je suis resté dans ce bourg-là pendant 13 ans. Entre-temps, j'ai racheté une 2e officine. Avec mon épouse, on a fermé les 2 structures. On a reconstruit, donc on a fait un projet de ce qu'on appelle de fusion-transfert. On est arrivé à 7, 8 collaborateurs. Et puis encore un projet de vie différent. Tout vendu et puis parti sur la région d'Annecy pour prendre une plus grosse structure avec maintenant 10 collaborateurs. Voilà. Et toujours ces problématiques d'entreprise, c'est-à-dire que maintenant on doit gérer les problèmes des collaborateurs, on doit manager, voilà. Heureusement que j'étais adossé à une structure avec une coopérative et toujours indépendant, parce que je pense que j'aurais été adossé à un fonds de pension, j'aurais pas eu cette liberté-là. Donc ma question était de savoir si cette notion entrepreneuriale faisait écho à vos oreilles. Est-ce que vos études vous préparent à ceci et sinon, qu'est-ce qu'on peut vous apporter pour appréhender ce problème-là? Et la deuxième question concerne bien sûr l'indépendance. Est-ce que l'indépendance du pharmacien tel qu'il peut être proposé dans une coopérative résonne aussi à vos oreilles? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Je passe le micro. Je vous pique le micro. Du coup, je pense que déjà, en tant qu'étudiant, cette démarche d'être dans l'entrepreneuriat en officine, elle n'est pas tout de suite acquise.
Enfin, personnellement, j'ai commencé les études, je voyais l'entrepreneuriat comme l'entreprise et je pensais que c'était pas compatible avec le service médical pour le patient. Ensuite, en grandissant dans les études, c'est sûr que être son propre patron, ça permet d'être autonome, de pouvoir monter ses propres projets et finalement, ça se rapproche de ce que c'est être engagé associativement. On propose quelque chose aux patients, ça peut répondre à des problématiques et à ce moment-là, ça diversifie le quotidien, ça nous fait, on est toujours dans l'acquisition de nouvelles compétences et c'est pour ça que je pense que c'est important de quand même avoir cette démarche-là. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de notre enseignement, on n'a pas du tout de notion de management d'équipe, on n'a pas des notions de démarche, des procédures administratives. Et je pense que ça faciliterait grandement les choses d'avoir déjà cet enseignement-là plutôt que d'apprendre sur le tas. Ça limiterait les soucis de parcours, entre guillemets, d'ouvrir des pharmacies, de devoir des fois les fermer. Après, au niveau de l'indépendance, je suis d'accord que c'est essentiel. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est pas évident de nos jours. Il y a de plus en plus de grands groupements de pharmacies, de rachats de pharmacies, de grandes pharmacies qui rachètent des petites pharmacies. Donc, c'est sûr que c'est intéressant, mais il faut voir comment ça évolue dans le temps, que ce soit au niveau de la gestion de l'officine, de la pratique des nouvelles missions, ou même humainement parlant, puisque je pense que ça devient de plus en plus lourd d'être son propre patron. Dans un monde idéal, c'est super, mais dans le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des problématiques qui sont à prendre en compte, et c'est vrai que c'est chouette d'avoir des modèles qui nous montrent un peu et qui nous racontent leurs expériences. Qui veut poser une petite question? À vous la parole, étudiante. Alors moi, ma question, c'était sur Paris, donc dans un contexte de déserts médicaux, etc. Comment vous trouvez que déjà le pharmacien, la place qu'il a envers le patient, comment ça a évolué? Et aussi, est-ce que vous avez mis en place des nouvelles pratiques qui ne se faisaient pas avant? Voilà. C'est vrai que moi je travaille à Coulommiers dans le 77, donc on est en désert médical depuis très longtemps et ça ne fait que s'aggraver. C'est vrai que ça nous inquiète beaucoup parce qu'on se dit mais voilà tous les médecins qui vont encore prendre leur retraite là dans les années qui viennent. Voilà, hein, encore hier, voilà, j'ai un patient qui me dit mais moi je trouve pas de médecin traitant et je fais comment? Alors évidemment, on a mis en place une borne de téléconsultation depuis maintenant 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. C'est croissant, hein, on a de plus en plus de monde. Parfois, on a l'impression d'être... on est dans la pharmacie, mais il y a une zone d'attente, on est presque dans un cabinet médical. Hein, on se dit, voilà, maintenant, ça ne répond pas à tout, évidemment, hein, vous le savez très bien. Mais bon, ça permet quand même de gérer les urgences. Et puis, ça nous permet aussi d'éviter voilà, la pression des patients pour avoir absolument leur traitement. Et pour nous, voilà, on sait à quel point c'est important de ne pas interrompre un traitement. Voilà, c'est une des solutions. Maintenant, ça reste pas tout. Donc, on envoie quand même beaucoup vers les hôpitaux. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans l'attente de solutions. Et après, il y a une question sur l'interprofessionnalité qui va venir et qui peut, on espère, va nous aider à résoudre ces questions de désert médical. Tu peux enchaîner sur l'interprofessionnalité. Voilà, l'interprofessionnalité, donc c'est un sujet qui est important puisque aujourd'hui on nous demande de plus en plus de nous réunir avec les infirmières, les médecins, les kinés, sur un secteur. Je pense que tout le monde a entendu parler de la création des CPTS. Donc c'est quelque chose qui se met en place petit à petit sur les secteurs, qui permet de nous réunir. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il en est au cours de vos études, comment on aborde le sujet à la fac. Est-ce que vous êtes préparé au cours de vos études à avoir ce travail
en interprofessionnalité. Hop, bah, du coup, c'est moi qui prends le micro. C'est vrai que l'interprofessionnalité, malheureusement, au sein de la fac, on ne le voit pas forcément. Après, c'est forcément dépendant toujours des facultés, on nous dira, mais la plupart du temps, là où on peut le voir, c'est, comme on en avait parlé un peu avant, c'était au niveau du service sanitaire, où quelquefois, on a la chance de pouvoir faire un peu d'interpro, mais malheureusement, au niveau des cours, on n'a rien. On nous parle à peine des professionnels qui peuvent prescrire, parce que bah, du coup, on sera en contact avec eux. Mais au niveau des cours, on n'a rien. Par contre, au sein de la faculté, au niveau local, on a tout ce qui est association. Enfin, nous, on a la chance, je suis lyonnaise, donc on a la chance d'avoir plein de locaux associatifs avec différents futurs professionnels de santé. Donc, on a des kinés, on a des orthos, on a aussi des médecines. Et du coup, en fait, c'est ultra intéressant de pouvoir travailler avec eux au local, mais sur du coup des thématiques qui ne sont pas forcément de formation. Et même au niveau national, on a la chance aussi de pouvoir travailler avec les autres fédérations de filières. Et je pense aussi la dernière partie où on a la chance de pouvoir travailler un peu en interpro, selon les cas, c'est en stage ou directement quand on travaille à l'officine, quand il y a un médecin qui est au-dessus, ou alors quand il y a les infirmières qui viennent directement nous voir. Là, on a un tout petit peu de contact. On a de la chance si on peut aller les livrer. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose. Et c'est vrai que ça, c'est une grosse problématique parce que bah, c'est pas si facile que ça de travailler en interpro. On n'a pas forcément toutes les clés, quoi. Donc bon, il faut faire sur le terrain, quoi. J'enchaîne avec ma question, j'imagine. Du coup, je voulais mettre aussi un peu de contexte du coup vis-à-vis de ma question, parce que moi, je me rappelle que durant le Covid, il y avait pas forcément, enfin, on va dire que la pharmacie était le premier point d'accès, sans forcément rendez-vous médical, tout ça. Et pour les personnes un peu victimes de violences, du coup, c'était aussi un point de repère. Et moi, je voulais savoir, du coup, aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus tout ce côté Covid, tout ça, comment est-ce qu'en tant que pharmacien, vous gérez la prise en charge des personnes victimes de violences? Et aussi, comment est-ce que vous réagissez face aux violences qu'on vous fait? Parce qu'il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, c'est une agression par jour en France. Et je voulais savoir, en fait, parce que j'ai jamais été mise en confrontation par rapport à ça. Et c'est une de mes inquiétudes. Et voilà, je voulais savoir. Sur ce sujet-là, je pense que nous, pharmaciens de la coopérative Wellcop, on a la chance d'appartenir à la coopérative, parce que la coopérative, comme vous savez, c'est une grosse entreprise et qui a ses obligations, comme les grosses entreprises, de traiter la partie RSE. Et dans la partie RSE, vous savez qu'il y a un pilier qui est super important, qui est la partie sociale. Et cette prise en charge de la RSE auprès de la coopérative, eh ben, ça ruisselle au niveau des pharmaciens et des coopérateurs de la pharmacie. Il se doit, en tant que chef d'entreprise, on se doit de protéger nos collaborateurs. Et protéger nos collaborateurs vis-à-vis des agressions, ça se traduit par de la formation. Et ça, c'est super important. Il se trouve que demain, j'interviens avec notre organisme de formation lors de Pharmagora Plus avec Marie-Line Gauthier, justement sur ce thème-là. Et la formation, elle est super importante parce qu'il faut... je prends l'exemple... voilà, pareil, hein, quand j'ai commencé à 29 ans, moi, je surréagissais. Voilà, ça montait dans les tours, etc. Et ça n'a aucun intérêt. Donc, du coup, j'ai commencé à me former. J'ai pris mes repères et au fur et à mesure, j'ai fait former mes équipes. Par exemple, un cas concret, c'est-à-dire que face à une agression, face à une montée, en ce moment, on est très embêté avec la pénurie des médicaments, donc les gens s'énervent assez rapidement. La stratégie, c'est de rentrer dans sa bulle. C'est-à-dire que vis-à-vis de ça, je rentre dans ma bulle. Après, je fais le phénomène d'oreiller, c'est-à-dire que je vais écouter le patient. Ou alors on va le mettre à l'écart, etc. Et ça, on doit en informer nos collaborateurs pour qu'ils agissent de la même façon. Quand je fais ça, je protège mes collaborateurs. Je dois rester exemplaire. Il ne s'agit pas que face à une agression, je me barre et que je laisse mes collaborateurs seuls. Je dois être présent. Ça aussi, c'est la notion d'entrepreneuriat, de chef d'entreprise. Et vis-à-vis des personnes qui sont agressées, hein, je pense notamment aux femmes battues, c'est aussi des sujets qui sont pris en charge lors des CPTS.
Typiquement, dans la CPTS avec laquelle je travaille, il y a une relation avec les médecins et il y a des choses qui sont mises en place. Le CESFARM a travaillé aussi là-dessus avec l'édition d'une feuille. Hein, rappelez-vous du geste. Ah oui, le CESFARM, c'est un organisme. Philippe, aide-moi voir. Voilà, c'est l'émanation de l'ordre, hein, j'avais un doute dessus. Donc, Voilà. Voilà, et sur ce CESFARM-là, rappelez-vous de la publicité qui était passée pour les femmes battues avec ce geste-là, qui permettait d'informer dans les pharmacies, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le lieu de premier recours sans rendez-vous, donc vraiment un point de rendez-vous. L'affichage aussi de tous les numéros de téléphone importants, téléphoner à la gendarmerie, le 17, le 31 19 pour les femmes battues, etc. Des fiches à remettre dessus, voilà, et ça passe essentiellement par la formation. Ça, la formation continue, c'est super important. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Les pharmaciens, c'est qui le prochain? Donc, je vais poser une question sur le métier de pharmacien que vous allez exercer plus tard. Je vais mettre un petit peu de contexte. Je suis pharmacien industriel, donc j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie après les études de pharmacie, sur des sites de production avec un parcours évolutif, sur des sites de production, des sites de distribution, et puis depuis les dernières années sur des sites d'exploitation où je commercialise les médicaments. Et dernièrement, donc j'ai rejoint le laboratoire Christophe, ce que je dirige au sein de la coopérative Wellcop. Un peu mon retour à l'officine finalement. Et puis la coopérative Wellcop aujourd'hui propose un certain nombre de métiers. L'officine évidemment, l'industrie avec le médicament générique, la distribution avec son centre de distribution, le support aux officines avec l'IT, la formation continue aussi avec des contenus qui vont être créés par des pharmaciens aussi. Donc, qui aussi permettent d'avoir des pharmaciens comme collaborateurs. Voilà, donc moi aujourd'hui, ma question pour vous, dans un monde idéal, qu'aimeriez-vous faire en tant que métier, panel de possibilités que la pharmacie propose, donc l'industrie, l'officine évidemment, l'hôpital. Quels sont qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui vous questionne justement dans l'exercice de la pharmacie pour plus tard pour vous, et quel serait pour vous finalement le parcours idéal et vos attentes professionnelles en tant que pharmacien que vous allez être dans quelques années? Du coup, moi, je viens de rentrer dans ma filière officine cette année parce que je suis en 4e année et j'ai une réelle volonté de devenir titulaire. Mais avant ça, surtout, d'avoir un métier qui est centré sur le patient, avec beaucoup d'entretiens patients, etc. Avec les nouvelles missions que je trouve extrêmement intéressantes pour notre métier. Mais il y a une réelle crainte sur l'aspect titulaire de finir par avoir un métier où on va plus gérer un business, être à la course aux chiffres d'affaires et puis même au-delà de ça, d'avoir cette pression des groupements qui veulent nous manger un petit peu et d'avoir un métier qui serait du coup plus centré sur ça que sur le patient lui-même. Et donc, avec une possibilité, est-ce que dans un projet professionnel, on abandonne cette volonté de devenir titulaire et on préfère rester pharmacien adjoint pour être sûr d'avoir ce côté professionnel de santé et être sûr de ne pas le perdre? Voilà. Donc moi, actuellement, c'est une vraie question que je me pose est-ce qu'il ne vaut mieux pas que j'abandonne ce projet de titulaire pour être sûr d'avoir un métier centré sur la santé? Voilà. Et du coup, je pense que je peux enchaîner sur ma question. Du coup, ma question, c'est toujours dans l'aspect titulaire, au vu de tous les gens, tous les acteurs qui gravitent autour de l'installation, de toutes les questions qu'on peut se poser, quels conseils vous pourriez donner à un étudiant qui souhaite s'installer? Voilà. Donc moi, j'ai été titulaire pendant 20 ans. J'ai été ordinal pendant 7 ans. Comme Guillaume, je suis un entrepreneur dans l'âme,
puisque j'ai fait un transfert, j'ai créé 2 maisons médicales. Et quand j'ai vendu mon officine, via un transactionnaire, je n'ai pas du tout été satisfait de la prestation. Et comme j'ai un esprit d'entreprise, j'ai préféré créer moi-même ma société de transaction pour répondre à tous mes critères et donc créer une société faite par un pharmacien pour les pharmaciens. Donc Clémence, tu demandais quels étaient les pièges à éviter? C'est ça? Ok. Donc avec Clémence, on se voit régulièrement puisqu'elle est de Pharma Nancy, donc je vais lui dire pour la 10e fois. Il se trouve que ta question m'a un petit peu surprise dans la mesure où, depuis que je te connais, tu me dis « je veux m'installer, tu m'installeras, je t'installerai ». Mais ton questionnement est bon. Et pour moi, s'installer, c'est s'installer dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est déjà passer avec un professionnel de la transaction qui soit un bon professionnel, mais qui comprenne tes attentes, qui ne soit pas là pour te vendre une officine, mais pour répondre à tes besoins. Donc c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien depuis presque 3 ans maintenant. C'est toujours pareil, les questions qu'il faut se poser, c'est vous étudiants, déjà se demander est-ce que je veux m'installer, est-ce que je ne veux pas m'installer. C'est un projet de vie, c'est un choix qui peut être aussi un choix familial. Donc il faut déterminer ses priorités entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Si la vie professionnelle est une priorité, il faut déterminer tout un tas de critères, et notamment un critère de localisation. Souvent, les jeunes confrères que je veux installer me disent « je veux être autour de cette ville ». Et en général, la pharmacie à vendre de leur rêve n'existe pas. Donc il faut établir tout un tas de critères et se rendre compte que ces critères sont trop restrictifs. Et ce que j'essaie d'apporter en tant que pharmacien expérimenté, et maintenant pharmacien faisant de la transaction et non pas transactionnaire, comme j'aime à le dire, c'est qu'il ne faut pas passer à côté d'opportunités. Parfois, la typologie de l'officine ne répond pas à 100% à ces critères, mais de toute façon, les critères qu'on peut établir dans sa petite checklist sont toujours trop restrictifs. Donc il faut être sûr de passer, pour répondre à ta question et terminer là-dessus, avec un professionnel avec qui tu es en empathie, je dirais, qui comprenne tes attentes. Et ça sera la même chose avec mes confrères et mes consoeurs vendeurs. Voilà, je réponds toujours à leurs demandes en toute neutralité. C'est ce qui me différencie de la majorité des transactionnaires, c'est que je m'impose un devoir non seulement de déontologie, de confraternité, mais de neutralité. Je ne prends jamais parti ni pour le vendeur, ni pour l'acquéreur. Alors, on ne peut jamais me suspecter. Donc, il faut que tu trouves absolument cet équilibre avec la personne avec qui tu travailleras, donc avec moi, bien entendu. Mais voilà, c'est un projet de vie, donc c'est quelque chose qui se mûrit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans l'instantanéité. Vendre une pharmacie, c'est un moment important dans la carrière du pharmacien. Acheter une pharmacie, c'est également le moment le plus important. Donc c'est quelque chose, il faut être accompagné. Un transactionnaire doit te mettre en relation avec son réseau de gens qu'il a éprouvés, que ce soit des notaires, des banquiers, des comptables, etc. Il faut que ça soit un facilitateur. Donc, le conseil que je pourrais donner aux jeunes consoeurs ici, puisqu'il n'y a pas de confrères, ils sont là-bas, c'est de trouver des intermédiaires, des transactionnaires qui viennent ou qui ont côtoyé notre profession. C'est toujours plus simple que des chasseurs de mandats qui vont courir après leurs honoraires. Donc j'ai une question, moi. C'est de savoir si cette nouvelle génération est tentée par le titulariat. Et surtout, est-ce que les facultés mettent à disposition une formation qui va les préparer? Oui, je connais la réponse. Mais je vais quand même poser la question. Est-ce que vous êtes préparés à devenir titulaire? Parce que, connaissant la réponse, j'ai conçu une formation. J'ai conçu une formation pour que le jour J où mon jeune confrère ou ma jeune consoeur se mette au comptoir, il y a déjà tous les acquis. Je te laisse répondre. Oui, tout à fait. Alors, gros sujet sur la formation à l'installation notamment des jeunes pharmaciens à la faculté. Eh bien, c'est très hétérogène en fonction des facultés, voire même pas vraiment mis en place.
C'est vrai qu'en 6e année, enfin c'est plutôt en 6e année où on va aborder ce sujet d'installation, de potentiellement achat de pharmacie avec les différents statuts et aussi le paysage pharmaceutique qui entoure aussi une installation d'un jeune pharmacien. Donc quand on sort de la faculté, on n'a pas forcément toutes les clés, voire même, enfin moi je parle pour ma ville, si je sors de ma 6e année, j'aurais pas les clés de savoir comment m'installer. J'aurai les clés grâce aussi, en partie grâce à mon mandat à la NEP, mais j'aurais pas les clés en sortant de la faculté. Et c'est cette disparité qui est très compliquée et qui va notamment être mis en place grâce à la réforme qu'on demande depuis maintenant très très longtemps, donc 7 ans, grâce à la mise en place de compétences et de cours nous permettant d'apprendre un peu plus sur la gestion d'une officine, l'achat d'une officine, comment ça va se passer quand on va arriver en 6e année et qu'on se dit « Ah bah oui, ça me tente bien d'être titulaire, ça me tente bien d'acheter une pharmacie, j'ai bien envie d'être mon propre patron, j'ai bien envie de créer mon écosystème et l'écosystème pour ma ville, mon village, la population qui m'entoure. » Donc c'est ça aussi. Et il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes. Et ça va faire le lien aussi avec ma question, mais il faut savoir aussi s'entourer avec les bonnes personnes, des personnes qui ont une réelle volonté d'accompagner les étudiants. C'est pour ça que, on prône l'accompagnement des étudiants par les pharmaciens. Quand on va dans des stages, notamment de 6e année dans des pharmacies, il y a des pharmaciens qui nous accompagnent, qui nous aident et qui peuvent nous aider à avoir les clés et avoir les solutions pour pouvoir aussi s'installer de façon la plus saine possible, la façon la plus facilitée, la plus facile. Et c'est ce qui aussi permettrait une installation moins stressante aussi pour les étudiants. Parce que moi, on me dit, après ma 6e année, voilà, alors il y a la pharmacie là-bas qui est à vendre, tu peux l'acheter. Ok, bah, je fais comment? J'achète comment une pharmacie? Je vais à la banque. Alors non, on n'a pas forcément les clés, mais c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qu'il faut mettre en place. Et il ne faut pas hésiter à en parler aux stagiaires quand ils viennent dans vos pharmacies, que ce soit en 4e année, en 3e année, même en 2e année. C'est important de montrer à l'étudiant la possibilité d'avoir sa propre pharmacie et concrètement ce que c'est. Concrètement ce que c'est l'achat d'une pharmacie, le management, la gestion, la comptabilité, c'est des mots qui sont lourds, dont on ne connaît pas forcément le sens quand on rentre dans nos études. Et ça rejoint la question de l'entrepreneuriat. Un titulaire, bah, il a son compte, il a son équipe et il a son compte. Comment gérer une équipe? C'est tout bête, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très compliqué. Et si on n'a pas les clés et si on ne sait pas comment faire, bah, c'est inné chez certaines personnes, mais pas forcément chez tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'aider et de suivre les étudiants et de pouvoir leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent être épanouis dans leur vie professionnelle et qu'ils se fassent pas avoir, qu'ils soient heureux, tout simplement. Parce que le titulariat, le fait d'avoir sa propre pharmacie, c'est une merveilleuse chose qui puisse arriver dans la vie d'un pharmacien qui en a envie. Donc vraiment, avoir toutes les clés pour le faire, ça serait essentiel, notamment dans notre formation. Et ma petite question, dans cette thématique de pouvoir s'installer de façon facilitée, mais également éclairée et de savoir dans quoi on se lance, comment garantir l'indépendance de la pharmacie, notamment la pharmacie d'officine? Quels sont les outils et comment, en tant qu'étudiant, on peut s'entourer des bons acteurs et savoir faire le bon choix et comment faire? Je vais répondre à la question. Effectivement, le choix avec qui on va s'entourer pour s'installer en tant que pharmacien d'officine va garantir l'indépendance in fine de l'exercice que vous allez réaliser plus tard. Donc ça pose la question, on n'a pas lâché le mot encore, mais la financiarisation du métier. Clairement, aujourd'hui, il y a plusieurs choix qui vont se proposer. Soit de s'allier, s'adosser à des groupements ou à des structures qui sont détenues par des fonds de pension ou des gros acteurs industriels ou même des banques qui vont être détenteurs de groupements et qui vont avoir du coup une vision très financière du métier et qui vont transformer finalement le pharmacien en une courroie de distribution pour ramener de l'argent au sein d'un groupement sans défendre son indépendance, au contraire, en le tenant et en lui donnant des directives qui n'ira pas forcément
dans le sens de la santé publique, dans le sens de l'exercice libéral et de ce qu'il devra accomplir en tant que professionnel de santé accessible pour les patients. Donc ça, c'est cette premier type de structure. Et puis il y a les autres structures, le système coopératif dont on parle ce soir, avec notamment la coopérative Wellcop. Le système coopératif, lui, va défendre l'indépendance du pharmacien en proposant un système avec une sorte de boîte à outils qui va amener différents outils, qui va proposer au pharmacien, que le pharmacien choisira. Il sera formé, il sera accompagné et pourra exercer son libre arbitre de professionnel de santé sans être pressé par un système. Et ces outils-là garantissent son indépendance et donc son exercice libéral. Tu parlais de comptabilité, de formation, de management. Il sera toujours maître à bord de son officine avec les outils que lui propose ce modèle coopératif. Et donc ça, je pense que c'est très très important à défendre. Et je vais faire un parallèle avec un autre métier qui aujourd'hui a fait l'actualité il y a quelques temps. On a parlé des cliniques dentaires, par exemple. Aujourd'hui, certains dentistes sont devenus des machines à actes parce que les patrons de ces structures-là leur demandent de la rentabilité avec de la surfacturation, avec des exercices qui vont, ou des soins qui vont être surfacturés ou qui n'étaient pas nécessaires et qui vont donc être délétères pour le patient et délétères aussi pour le système de santé français et le système économique de santé français. Donc le choix, in fine, est crucial et moi je suis convaincu effectivement que le modèle coopératif est le modèle d'avenir et le seul modèle d'ailleurs qui défend l'indépendance de l'exercice libéral du professionnel de santé qu'est le pharmacien d'officine en France. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange très riche. Je vais peut-être proposer à ce stade, avant de partir sur la dernière phase et conclusion, en faisant un tour de table, je crois que tout le monde a posé sa question et répondu dans notre jeu de questions-réponses. Lisa, peut-être à ce moment-là, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez envie de rebondir sur des idées clés qui vous tiennent à cœur ou éclairer aussi de votre expérience ou de ce que vous avez, de votre vision un peu globale ? Qu'est-ce que vous avez envie de compléter, de rajouter ou d'éclairer ? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions en vrai qui me viennent en tête là tout de suite. Heureusement que j'ai pas eu la question de l'orientation parce que j'aurais été la pire pour répondre parce que je suis totalement perdue. Mais il y a plein de choses comme ça en fait qui sont hyper intéressantes dans le sens ces échanges-là. Si je peux rebondir sur quelque chose, ça serait les échanges. C'est ce qui nous manque énormément et ça a été assez bien dit. On manque en fait de transmission d'informations, on manque de transmission de connaissances, de transmission de compétences. On se bat pour avoir par exemple des patients qui viennent nous enseigner en fait leur pathologie, comment la prendre en charge, les difficultés qu'ils ont pu traverser à ces moments-là pour derrière nous avoir un accompagnement qui est correct au niveau de l'officine, si on reste centré officine, des pharmaciens qui viennent nous former aussi. Ça, c'est des choses aussi qu'on manque cruellement dans notre formation. En fait, des pharmaciens qui nous disent moi, j'ai vécu ça, faites attention à ça. Pour donner un exemple, tout à l'heure, on parlait au niveau titulaire et autres. Moi, récemment, j'ai du coup une pharmacienne nouvellement diplômée qui est venue, que je connaissais très bien, qui est venue me voir et qui m'a dit c'est fou quand même comment votre guide de l'installation du jeune pharmacien est beaucoup plus complet que mes 6 ans d'études. Là, il y a quand même, je pense, une petite remise en question à avoir du coup de notre système d'apprentissage. Et c'est vrai que ça, c'est dommage qu'on puisse pas en fait tous partager nos connaissances, tous partager en fait nos compétences et les mettre à un seul endroit, la fac. Et c'est à ce moment-là où je pense là, en fait, ça serait intéressant, oui, où je lance peut-être une petite balle, mais en tant que, je pense, pharmacien, ne pas hésiter à aller voir nos facultés parce qu'ils iront rarement d'eux-mêmes. Ça, faut être sincère, parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire et je leur jette pas du tout la pierre. Mais ne pas hésiter, si vous, ça vous intéresse, de former des jeunes, de former les futurs professionnels de santé, peut-être vos prochains collaborateurs ou successeurs, si vous voulez bientôt prendre une retraite. Mais ne pas hésiter à aller les voir et leur dire mais moi je suis disponible pour former là-dessus parce que j'ai ces compétences-là. Je suis disponible peut-être pour vous accompagner à monter votre formation de ce côté-là parce que j'ai ces compétences-là. Et nous, c'est ce qu'on recherche, nous, c'est ce qu'on demande. Et je pense que si tout le monde devient acteur de la formation,
il y a un moment donné où on arrivera avec les clés en main et on arrêtera de se faire avoir par des fonds de pension, on arrêtera de se faire avoir ou avoir peur de devenir titulaire, et on arrivera sur une profession qui est structurée, sur une profession qui du coup a de la valeur. Et à ce moment-là, on arrivera peut-être à prendre la confiance des patients, à prendre la confiance des institutionnels. Et petit à petit, ça va venir et ça, on va construire quelque chose de solide. Aujourd'hui, je pense que ce qui nous fait énormément défaut, c'est la formation qui est encore beaucoup trop instable par rapport à la profession. Et du coup, on arrive avec des disparités dans la profession. Et si on ne s'engage pas, que ce soit au niveau des coopératives, des syndicats, de l'ordre et tout, on a un bagage quand même qui est moindre. Et ça, c'est dommage d'avoir cette disparité-là, parce qu'à la fin, on a un même diplôme, c'est celui de pharmacien, et avec une même mission, celui de soigner les patients. Ça pourrait être un très beau mot de la fin, mais je souhaite quand même aussi donner... merci beaucoup, Lisa, ça nous nourrit. C'est aussi en phase avec des idées qu'on a d'engagement aussi, nous, à notre niveau, et d'engagement de nos coopérateurs, d'engagement de nos collaborateurs, pour vous accompagner et vous aider. Je crois que c'est un peu aussi notre maître mot. Merci beaucoup d'avoir été aussi concis pour nos amis à distance. Je vous propose aussi, peut-être à vous tous, votre mot de la fin aussi, ce que vous retenez de la réponse qu'on vous a faite, ou un écho ou une résonance par rapport à d'autres paroles qui vous ont touché, et puis ou un souhait pour l'avenir, ou une interpellation. Pharmacien, c'est un très beau métier. Voilà. Clairement, on peut tout faire, et surtout, les études nous permettent d'avoir une connaissance très large et très globale du système de santé français, et de servir en fait la santé des Français. Et pour ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Enfin, c'est un très beau métier. Donc l'avenir, je pense, sera à défendre pour les pharmaciens, évidemment, mais ils ont un très très beau rôle à jouer en tant que professionnels de santé, accessibles aux patients. Pour moi, ça, c'est une force indéniable au métier de pharmacien aujourd'hui. Moi, je trouve que ce genre de moment d'échange permet de se rendre compte qu'en tant qu'étudiant, plus tard, quand on sera diplômé, on pourra réellement être accompagné dans nos démarches, et je trouve que c'est extrêmement rassurant pour nous. Voilà. Moi, le mot que je retiens, Lisa, c'est le mot transmission. Quand je vends une officine, je tiens absolument à ce que le vendeur transmette son savoir à l'acquéreur. Donc il y a une phase d'une quinzaine de jours où je demande à l'acquéreur de venir chez le vendeur, pas de devenir ami, mais de devenir un peu proche, de se nourrir de l'expérience qu'il a pu accumuler tout au long de son parcours professionnel. Souvent, on se dit, quand on achète une pharmacie, je vais tout péter, je vais exploser le chiffre d'affaires, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir que la personne qui était là avant a son expérience, a travaillé, et on peut se nourrir de ce travail-là. Voilà, c'est mon mot à moi. Peut-être pas refaire un mot, mais juste travaillons ensemble. Moi, je dirais simplement que ces échanges ont été très riches, et qu'en tant que maître de stage, j'ai pas mal de nouvelles notions que je prends. Je suis ravi de ces discussions-là. Et par contre, c'est quelque chose qui résonne quand vous parlez, c'est que vous avez toujours la volonté d'être proche de vos patients. Ça, je pense qu'il faut que vous le gardiez, effectivement. Et ça, on ne pourra le garder qu'en étant pharmacien indépendant. Et je dirais pharmacien aussi interdépendant, c'est important, et c'est ce qui résonne dans la coopérative WellCoop, parce que en exerçant adossé à une coopérative, la coopérative nous donne des choses, mais nous, on va apporter des choses à la coopérative. Et c'est ça l'interdépendance, et ça, c'est la richesse de notre coopérative. Vous avez dit que la coopération entre les pharmaciens, c'était essentiel pour l'indépendance de la pharmacie. Je pense que la coopération entre les professionnels de manière générale de santé, c'est important. Et donc, bien garder en tête qu'il faut plus mettre en avant les CPTS et toutes les structures qui permettent les échanges entre les professionnels pour une meilleure prise en charge des patients, tout simplement. Alors, comment faire un petit mot de la fin différent de tous les autres ?
Je rejoins les propos de chacun des intervenants qui ont été dits. Aujourd'hui, on a un métier qui est incroyable, un très très beau métier avec de très belles perspectives pour les patients, pour la population. C'est quelque chose qui est en constante évolution. On voit tous les jours des évolutions, des remises en question sur notre métier, des remises en question sur nos compétences et nos capacités à faire de nouvelles choses. Et la population nous fait confiance. Il y a un taux de confiance qui est juste incroyable auprès de son pharmacien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut perdurer. Et quoi qu'il arrive, on l'a tous dit, mais on fait ça pour la population et pour les patients. Mais également, il ne faut pas oublier qu'on a un métier qui évolue tellement vite, mais on a une formation qui stagne depuis si longtemps, et qu'il faut continuer à se battre pour faire évoluer notre formation et de faire évoluer aussi notre cursus, parce que c'est en étant des pharmaciens mieux formés en formation initiale qu'on pourra être de meilleurs professionnels en sortant de nos études. Donc il faut continuer à se battre dans ce sens-là, et je pense qu'on aura encore de meilleurs jours devant nous. Alors ça rajeunit d'être avec des étudiants et des jeunes, et c'est super sympa. Et ça me rappelle que quand j'ai eu envie de faire pharmacie, à 14 ans, j'avais déjà envie de faire pharmacie. Et donc, je suis allée à la fac la première fois. C'était des portes ouvertes, donc j'avais plein de questions. Et il y a un pharmacien titulaire qui était là pour répondre aux questions, comme je le fais ce soir. Et je lui ai demandé quelles devaient être les qualités qu'on devait avoir pour être pharmacien, et il m'a expliqué qu'il fallait avoir une qualité, la plus importante, c'est qualité d'adaptation. Donc, et aujourd'hui, c'est toujours vrai, hein, après de nombreuses années. Donc voilà, et ça fait plaisir parce qu'il faut être curieux, il faut être ouvert, faut bien évidemment, on a tous de l'empathie si on a choisi ce métier, hein, et donc il faut surtout continuer et avoir cet amour pour ce métier, et c'est ce qui fait avancer, hein, et puis n'ayez pas peur, installez-vous. On est plusieurs installés ici, on a tous eu une crainte, on a tous eu la crainte de s'installer, de ne pas savoir par quel bout commencer. On pourrait écrire des romans parce que des histoires, on en a plein à raconter. Donc voilà, mais allez-y, faites le pas. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est de transmettre, hein, quand on est titulaire. Donc quand vous faites des stages, que vous faites des jobs d'été, n'ayez pas peur d'aller voir le titulaire et de prendre un petit peu de temps. Il n'aura qu'une envie, c'est de vous aider. Voilà. Bon, du coup, c'est encore plus compliqué. Non, en vrai, moi, ce temps d'échange, il m'a fait extrêmement plaisir. Et en fait, ça m'a rappelé la P2 que j'étais il y a 4 ans, je crois, déjà. Et en fait, je me rends compte à quel point les échanges et en fait, le fait d'être curieux envers l'ensemble des professionnels, et notamment, du coup, les pharmaciens, que ce soit du coup industrie, officinale, ou même du coup tout ce qui est hospitalier, et j'en passe parce qu'il y a 1 million de panels, c'est important. Et en fait, c'est ce qui manque énormément dans notre formation. C'est qu'on n'a plus de contact avec les profs parce qu'ils ne nous font plus confiance, j'ai l'impression. Nous, on n'arrive plus forcément à avoir confiance au niveau de la faculté. Il y a beaucoup de tabous, je trouve. Et ces temps d'échange sont si importants que pour moi, c'est ce que, je le dirais notamment à Lyon ou quoi, mais d'essayer de suivre, de venir notamment à Pharmagora ou quoi. Les échanges sont très précieux et vraiment, c'est ce qu'il faut pousser à fond. Et comme l'a dit Lisa et Agathe, vraiment essayer d'aller voir les professionnels, d'aller leur parler et de ne pas avoir peur. Moi, petite P2, j'aurais été ultra stressée d'être là et j'aurais tremblé, tout ça. Alors qu'en fait, finalement, on est futurs consoeurs, confrères, quoi. Et c'est ça qui est super beau dans ce métier. Merci beaucoup. L'ultime... Merci beaucoup. Merci Lisa aussi de nous avoir, et même à toute l'équipe, de nous avoir proposé et fait cette opportunité d'échange. Je vais laisser l'ultime mot de la fin à Dominique Potra, et puis vous redire surtout que la coopérative, je pense que vous l'avez senti, est à vos côtés. N'hésitez pas à nous solliciter. On sera présent aussi dans le cadre d'un partenariat à toutes vos assemblées générales.
dans toute la France, à votre congrès. Donc n'hésitez pas aussi à à venir nous voir, vous nous connaissez, à passer le mot. Et puis j'espère qu'on sera créatifs pour poursuivre cet échange, peut-être d'autres manières, de manière plus récurrente. Je laisse le mot de la fin à Dominique. Donc j'ai été attentif et je vous remercie toutes et tous moins nombreux. Nous, à la coopérative, on est au service des pharmaciens puisque les pharmaciens sont nos seuls et uniques actionnaires. On est à un moment de la profession où il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas forcément ceux que l'on voudrait qu'ils soient sur le haut de la pile. Moi, je vais retenir l'intérêt unique pour le patient. Nous, à la coopérative, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on investit, on le fait parce qu'on a répondu oui aux 2 questions suivantes. Est-ce que c'est bon pour la prise en charge du patient? Et est-ce que c'est efficient pour le système de santé? On est capable, en tant que petite grande société, d'avoir des capacités d'investissement pour pouvoir déclencher des investissements. Les pharmaciens du conseil de surveillance et les membres du directoire se rencontrent. Très simple, quand je dis très simplement, c'est très simplement. On explique les projets, mais comme on est à votre service, ce que l'on a pensé, vous nous l'avez inspiré, et les décisions, elles sont prises très très vite. L'agilité ou l'adaptation, c'est la deuxième chose. Vous êtes une profession qui n'a... Moi, ça fait 30 ans que je ne suis pas pharmacien, mais c'est 30 ans que je bosse pour des pharmaciens. Hein. L'agilité et la capacité d'adaptation, c'est une vérité au quotidien. Donc, le patient au centre de tout, l'agilité et l'adaptation. Et puis, la transmission, puisque la coopérative, notre coopérative, elle est très, très vieille. J'ai arrêté de compter, elle date de 35. Elle s'est transmise, elle a évolué. Vous nous auriez connus il y a 25 ans, on était répartiteurs. D'accord. Aujourd'hui, on a un laboratoire de générique qui est français, qui appartient qu'à des pharmaciens qui, quand il y a des pénuries, ne vend pas de médicaments ailleurs en Europe parce qu'il ne vend qu'en France puisque c'est la coopérative qui l'a décidé ainsi. Donc c'est aussi important que d'être maître de son métier officinal, mais maître de l'avenir de la profession. Et pour ça, la coopérative, avec les syndicats, avec l'ordre, les coopératives, elles travaillent dans le même sens. Okay. Je reviens sur mon introduction. Au moment où on parle de beaucoup de changements qui, à mon sens, sont vraiment pas bons pour le métier de pharmacien, c'est important de faire bloc avec les étudiants parce que l'avenir, c'est vous. Voilà. Merci à tous. Merci. On se retrouve pour la soirée au 8e étage. Au 8e étage, vous reprenez vos affaires, c'est ça? Je vous laisse Marine. Oui, donc au rooftop, vous êtes invités à une belle soirée tous ensemble. 8e étage. Et n'oubliez pas de reprendre vos affaires en partant. On vous attend. Et puis surtout pour prolonger les échanges. Et voilà. Oui, moi j'en ai des trucs à faire. Merci beaucoup. Merci Lisa. Merci à toute l'équipe. Merci Agathe. Merci Nicolas. Et puis à bientôt.